Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le paysage comme expérience sensible et politique, avec notre invité, le philosophe Jacques Rancière. L'auteur du Maître ignorant et du Spectateur émancipé publie aujourd'hui Le temps du paysage aux éditions La Fabrique. Aux origines de la révolution esthétique, c'est le sous-titre de ce nouvel essai, qui est un peu la suite de Aïstésis, scène du régime esthétique de l'art. Ce temps du paysage, envisagé ici, dans cet essai, comme un objet de pensée spécifique, quand l'harmonie des jardins aménagés ou la disharmonie de la nature sauvage contribue à bouleverser les critères du beau et le sens même du mot art, prévient-il d'emblée. Bonjour Jacques Rancière. Bonjour. Vous travaillez depuis longtemps sur le régime esthétique de l'art. Comment en êtes-vous arrivé à faire le lien entre jardin et révolution? Comment le paysage est-il venu s'ajouter à cette palette ? Bon, il faut bien voir que le paysage, à l'origine, le paysage, ça veut dire simplement l'étendue finalement de terre qu'on perçoit comme ça dans un seul regard. Donc ça n'a finalement rien qui a à voir normalement avec l'art, avec le beau. Et puis effectivement, il se passe au XVIIIe siècle que petit à petit, le paysage va devenir autre chose, va devenir quelque chose comme un spectacle un petit peu exemplaire, qui est produit par une artiste également exemplaire, qui est la nature, quoi. Donc voilà ce qui m'a intéressé, c'est ce moment spécifique, parce qu'on peut toujours dire, il y a toujours eu des paysages, on a toujours représenté disons ça, de la nature, de la campagne, des bois, on a toujours chanté un petit peu, y compris dans l'Antiquité, bon, les champs, les bergers et compagnie, d'accord, mais il y a un moment spécifique où tout d'un coup, vraiment le paysage, c'est pas simplement quelque chose qu'on représente, mais c'est quelque chose qui devient un objet de pensée et qui va contribuer à redéfinir ce que c'est que l'art. Alors ça a commencé bien avant le XVIIIe siècle, déjà au XVIIe avec un Le Nôtre et Versailles. Est-ce que là, il y a déjà une tentative de maîtriser, de dominer, d'agencer le paysage ? Oui, mais justement, ce qui va être en question tout au long du XVIIIe siècle, c'est une certaine idée justement de l'art d'agencer. Au fond, c'est un modèle architectural. Bon, qu'est-ce que fait le nôtre? Qu'est-ce que fait cette tradition-là? C'est concevoir le jardin comme de l'architecture. L'architecture qui, au fond, on peut dire, est un prolongement de l'architecture du palais. Ce qui veut dire que le jardin va être quelque chose qui, justement, marque une certaine maîtrise, qui est donc exercée sur l'espace, où disons les arbres par exemple ou l'eau doivent être utilisés comme font des moyens pour cet art qui est l'affirmation d'une volonté, quoi. Alors qu'est-ce qui va se passer au XVIIIe siècle? C'est que petit à petit, le paysage va devenir justement le contraire, c'est-à-dire la récusation d'un certain modèle de l'art qui est le modèle architectural, de l'art comme l'imposition d'une certaine régularité qui est censée être le propre même de la nature. Or, petit à petit, le paysage va devenir complètement le contraire, et ce qui va donc être une évolution un petit peu lente, si vous voulez, qui se fait en plusieurs étapes. Il y a une première étape où on va opposer une architecture à une autre, c'est-à-dire que en face de l'architecture royale de Le Nôtre, en face de Versailles, en Angleterre, on va opposer un certain modèle alternatif, mais qui est un modèle, encore une fois, je dirais monarchique, quoi. C'est le modèle de la ligne courbe, voilà, le paysage aisé, avec des vallonnements moelleux, avec des lignes serpentines, avec des grands espaces dégagés, des grands bouquets d'arbres, de ci, de là. Enfin, c'est ce qui est donc ce modèle de ce qu'on a appelé finalement le parc à l'anglaise. Et qu'est-ce qu'il y a de monarchique là-dedans ? Ce qu'il y a de monarchique, c'est que là encore, finalement, au fond, on compose, disons, en réalité, le jardin, on compose le parc comme une œuvre de volonté, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que donc il y a cette espèce d'orgueil national, justement, d'un paysage qui réfléchit tout un ordre social. La monarchie anglaise, c'est une monarchie libérale, les choses y sont disposées comme ça, doucement, il y a pas de ligne brutale, il n'y a pas de hiérarchie brutale, non, le paysage et cette espèce de
de disposition naturelle, ou au fond, on peut dire l'ordre est naturel. Simplement, il est naturel, mais malgré tout, pour faire ses parcs, bon, il faut faire la même chose qu'en fait que le nôtre. C'est-à-dire que il faut charrier de la terre, il faut creuser. Si on veut que le terrain soit bien justement doucement et naturellement arrondi, il faut araser, et puis il faut rapporter de la terre, il faut créer tous ces vallonnements, il faut creuser ces lacs qui donnent ça du charme au paysage, et ainsi de suite, quoi. Donc, il va y avoir une critique qui va s'exercer pour dire, mais non, tout ça, finalement, c'est aussi architecturé, c'est aussi, en fait, autoritaire que le jardin à la française. Et ce qui doit, à ce moment-là, donner l'exemple, c'est justement la nature elle-même. Alors vous revenez sur cette fameuse distinction entre le jardin à la française et le jardin à l'anglaise, sur ce qui distingue ces deux modèles, cette liberté anglaise face à cette France géométrique. On va juste écouter les mots à propos du jardin à la française du latiniste Pierre Grimal. Oui, le nôtre taille en pleine forêt. Il commence par créer autour de la demeure royale ou seigneuriale un ample espace vide et rejeter l'horizon aussi loin qu'il le peut. Mais toute cette géométrie n'est que préliminaire. Elle n'a d'autre objet que de mettre en place un décor où jouera la lumière. Le jardin classique prépare, appelle un spectacle. Lorsque le nôtre commence à créer Versailles, il y a longtemps que la comédie et surtout l'opéra sont inséparables du jardin. À peine Louis XIV a-t-il terminé les premiers ensembles, au pied de la grande terrasse, qu'il organise un grand carrousel où lui-même paraît sous les traits de Roger. Ce furent les plaisirs de l'île enchantée. Jamais peut-être le jardin n'est apparu plus clairement comme le lieu de tout enchantement et de toute féerie. Le jardin, en ses journées et ses nuits d'apothéose, révélait sa vraie nature, qui est d'être une terre de miracles. Voilà, il embellit un petit peu la réalité dans cette description du jardin à la française. Pierre Grimal, dans ce récit qu'il en fait? Bon, je pense qu'on peut certainement décrire les choses comme ça, quoi. Mais ce qui est mis en cause au XVIIIe siècle, c'est cette manière de faire des miracles. Parce que bon, le miracle, en l'occurrence, de plus en plus va apparaître comme une antinature, va apparaître en réalité comme l'imposition d'une volonté. Et c'est ça qui va être véritablement en cause. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit en cause à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire aussi au moment de la Révolution française. C'est-à-dire qu'il apparaît que, oui, ce jardin peut être miraculeux, peut être comme un spectacle, mais que, dans ce spectacle lui-même, on voit toujours finalement la main de l'ordonnateur, on voit toujours finalement la figure du prince, on voit toujours le regard du propriétaire. Et au fond, ce qui va se définir contre aussi bien le modèle français que le modèle anglais à la fin du XVIIIe siècle, c'est un paysage où justement on ne voit plus la main de l'artiste et on ne voit plus le regard du propriétaire. C'est à ce moment-là que donc le jardin n'est plus un modèle d'ordre où il y aurait un modèle, disons, autoritaire et éventuellement, disons, féerique, et puis un modèle naturel, doux et moelleux. Non, désormais le paysage va être un modèle de communauté. Et au fond, la question c'est comment est-ce que des individus, en l'occurrence de la terre, des végétaux, des feuilles, de l'eau, de l'air, comment tout cela tient ensemble et tient ensemble librement, quoi. Et c'est le moment où justement il y a cette espèce de renversement qui fait que on va prendre exemple sur une artiste donc spécifique qui est la nature. Bon, pourquoi c'est important? Parce que pendant très très longtemps, la nature c'était censé être ce qu'on imitait, quoi. Mais imiter la nature, ça voulait pas dire du tout représenter des chants, des petits oiseaux et des choses comme ça. Non, imiter la nature, ça voulait dire au fond imiter un certain ordre intérieur des choses. Donc finalement l'important c'était justement cette espèce de régularité qui imitait la nature pensée comme loi intérieure des choses. Or maintenant non, la nature va devenir un personnage, elle va devenir proprement une artiste et elle va donner un modèle non pas comme ce qui est à imiter, mais comme, disons, ce qui est de l'art. Et le propre de la nature, c'est précisément que, justement, elle n'est pas une artiste. Elle est une artiste qui n'est pas une artiste qui ne veut rien posséder, qui ne veut imposer aucune image de soi, aucune volonté, et par conséquent, qui laisse les choses s'organiser elles-mêmes en liberté. Et au fond, il va y avoir ce moment où le paysage devient le modèle d'une communauté qui est fondée essentiellement sur le fait que toutes choses se disposent librement. Et que ce qui est beau, ce qui fait modèle, c'est justement ce mélange que personne n'a voulu.
C'est à peu près à ce moment-là aussi que le paysage devient beaux-arts et vous racontez comment on sort le paysage du giron de l'architecture pour le placer plutôt du côté de la peinture. La peinture comme art ou science du regard. Comment la peinture peut-elle éduquer le regard, apprendre à regarder aussi cette nature autrement ? Oui, il y a une mutation qui est extrêmement importante, effectivement, d'une nature, ou d'un jardin pensé sur un modèle architectural à, disons, ce paysage pensé sur un modèle qui est pictural. Bon, qu'est-ce qui est important dans la peinture, c'est justement que la peinture ne construit pas, la peinture n'impose pas un objet puis occupe l'espace. Au fond, la peinture est un art de l'apparence. Et comme art de l'apparence, ça veut dire qu'elle est un art du regard, quoi. Et c'est ça qui fait une espèce de, disons, de privilège qu'a la peinture pour, disons, les penseurs contestataires de l'art des jardins et du paysage à la fin du XVIIIe siècle. Parce que le peintre est quelqu'un qui, justement, est d'abord quelqu'un qui regarde, pas quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais quelqu'un qui saisit ce jeu d'apparence, qui voit justement dans une étendue qui pourrait être uniforme, la manière dont, disons, l'air, l'eau, la terre, les feuilles, la lumière, tout cela joue ensemble, et joue ensemble en faisant justement un tout par le fait même que rien n'a été mis de manière autoritaire là où c'est. Donc, véritablement, la peinture devient le modèle de l'art libéral, c'est-à-dire de l'art qui laisse les choses être là où elles sont. Ce qui est très important aussi, c'est le modèle d'un art sans hiérarchie, quoi. Car au fond, qu'est-ce qui va devenir important dans cette contestation du parc traditionnel, c'est cette idée de l'absence de sélection, cette idée de l'absence de hiérarchie. Et le peintre est justement celui qui est, mais laisse toutes les choses être ensemble, quoi. Alors bien sûr, c'est particulièrement vrai à l'époque de peintres comme Gainsborough, qui va peindre justement la nature, mais une nature qui est peuplée de paysans, qui est peuplée de cottages plus ou moins en ruine, qui est peuplé de chaumières dont les toits vont se mélanger plus ou moins aux branches des arbres. Donc un paysage qui est comme habité, et où, au fond, tout le monde a le droit d'être. Enfin, la grande idée, c'est sur la toile du peintre, tout le monde a le droit d'être, quoi. Alors que l'architecture ou même la sculpture, finalement, on peut dire ces arts qui s'imposent dans l'espace sont des arts qui excluent. D'ailleurs, c'est une peinture qui a été choisie pour la couverture de votre livre, Jacques Rancière, Le temps du paysage, une peinture de Fragonard, d'un paysage italien. C'est vous qui l'avez choisi ? Non, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon éditeur. Donc, en un sens, cette peinture est un petit peu différente de celle dont je parle, parce qu'elle a un côté un petit peu de nature de mascarade, qu'on a l'impression que cette nature est faite pour y mettre ces personnages qui sont un peu comme des personnages de comédie, quoi. Mais c'est très bien. En même temps, c'est une nature, effectivement, où on voit ces arbres qui vont un petit peu se mélanger avec l'architecture. Et ça, c'est un des grands thèmes, puisque justement, ce qu'on louche, c'est celui qui, à l'époque, était un peu le modèle. Bon, c'est bien avant Fragonard, c'est Claude Lorrain. Ce qu'on loue chez lui, c'est cette espèce de mélange, le fait que les arbres viennent se mélanger avec les colonnes des temples ou avec les portiques. Bon, ce qui est un peu exagéré, quoi, si vous voulez, mais qui indique bien la volonté de faire de cette peinture un modèle de construction de l'espace, quoi. Et au fond, de faire aussi de l'art quelque chose de différent. Au fond, l'art n'est plus une espèce le domaine simplement de construction des formes, mais est quelque chose comme une expérience sensible. Où, à la limite, ce qui compte, c'est moins la chose faite que la possibilité de définir une autre forme de regard. Alors vous avez évoqué la question de l'imitation, de la reproduction ou non de la nature, après avoir évoqué ce Fragonard, paysage d'Italie avec escalier, qui fait la couverture de votre nouvel essai, Jacques Rancière. On va écouter les mots du réalisateur et plasticien Peter Greenaway.
On peut parfois se lasser des étendues sauvages. Et les grands centres urbains peuvent être très oppressants. Il existe un juste milieu où l'histoire rencontre la géographie et où la géographie rencontre l'histoire. Le concept du jardin est idéal pour ça. C'est propre à l'idée anglaise du paradis, un environnement naturel domestiqué. On veut amener le paysage jusque devant sa porte. Pas de serpents, pas d'animaux sauvages. Tout cela contenu dans un jardin, derrière une enceinte. Vous connaissez sans doute Capability Brown. Il est connu pour avoir rejeté les normes françaises avec leurs haies taillées pour essayer d'imiter la nature. C'était du ressort des aristocrates. Ils dépensaient des millions pour déposer un lit d'argile qui contiendrait de l'eau et créer un lac artificiel. Des dépenses considérables pour transformer le paysage et créer un jardin anglais. On s'est surtout inspiré de deux peintres français, Claude Lorrain et Poussin. Voilà, extrait d'un documentaire Jardin paradis des artistes de Anne-Solène Douguet et de Stéphane Bergouniou, sorti en 2017. Ces mots du plasticien Peter Greenaway qui nous racontent aussi ce temps où on a à la fois domestiquer la nature, mise en scène la nature. Il y a quand même un terme qui ressort, cette idée d'artificialité aussi du geste. Oui, c'est justement ça qui est contesté en disant que, oui, il y a cette artificialité du geste, disons, effectivement, du jardinier anglais à la Capability Brown, mais qui est exactement du même type que le geste de le nôtre. Il s'agit, on s'est dit dans cette intervention de Peter Greenaway, il s'agit pas de domestiquer la nature, mais de la voir justement, je dirais, devant sa porte, quoi. Et donc, il y a toujours cette idée d'une nature qui est l'objet d'une possession. Il faut bien voir aussi que, disons, ça se joue à une époque, le XVIIIe siècle, où, disons, sous couleur de monarchie libérale, de libre disposition un petit peu de l'espace social, en réalité, ce qui se passe, c'est une nouvelle disons, offensive de ce qu'on a appelé donc en Angleterre les enclosures, c'est-à-dire la manière en réalité d'appropriation de l'ensemble de la terre par les propriétaires, par les aristocrates, et de suppression de ce qu'on appelait alors les commons. Les commons donc font ces terrains qui étaient laissés un petit peu à la disposition de tous et qui servaient très très souvent, disons, aux paysans, aux gens pauvres, qui leur fournissaient toutes sortes de choses, du bois, du gibier, des fruits, que sais-je encore. Donc je veux dire que on met des murs, on met des haies, et du coup on clive en fait, on sépare aussi. Vous écrivez le bel espace libre des jardins améliorés a pour complément la barrière physique et symbolique qui exclut la population laborieuse. C'est un rapport de force, en fait, qui s'établit. Oui, non, aussi, absolument. C'est-à-dire qu'on crée comme ça, on crée comme une espèce d'espace clos dans lequel on est censé effectivement avoir une sorte de libre regard sur une nature en liberté. Mais en même temps, cet espace est bien clos. Il y a disons, ces couronnes qu'on appelle les belts, la ceinture. Et puis, ça devient de plus en plus autoritaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça a comme pour conséquence. C'est-à-dire que s'il y a un village qui gêne justement la vue du propriétaire, le village va être déplacé. On va le mettre ailleurs pour avoir justement une nature qui soit plus agréable pour le propriétaire. Il y a surtout cette espèce d'enfermement et ce qui est tout à fait intéressant, qui se matérialise par le fait qu'on crée des palissades. Et ce qui est intéressant dans la polémique justement sur la nature contre le jardin artificiel, c'est que on voit circuler des caricatures, des dessins en forme de caricature. Il y a avant et après, quoi. Et alors avant, on voit justement une espèce de chemin qui est ombragé par des grands arbres, disons des gens qui peuvent s'asseoir sur un banc, les commons qui sont ouverts, il n'y a pas de barrière. Et puis après,
ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des grandes palissades, il y a des routes droites sous le soleil, il n'y a plus d'arbres protecteurs. Les commons, maintenant, c'est devenu des champs qui sont cultivés intensivement. Et puis, on a mis ces arbres antipathiques, aristocratiques. Il y a toute une polémique sur les arbres, disons. Il y a les grands arbres, bon, sympathiques, protecteurs, les chênes, les hêtres, et ainsi de suite, justement, au pied desquels on peut se reposer, prendre le frais. Et puis, ces nouveaux arbres, bon, ça peut être les peupliers d'Italie, ça peut être les conifères, mais qui sont décrits justement comme des arbres aristocratiques. Et donc il y a notamment ce poème satirique d'un des grands adversaires de ce jardin dit en liberté, Richard Penn Knight, qui était une espèce d'amateur d'art un peu excentrique, quoi, en même temps d'ailleurs qu'un maître de forge. Et justement, bon, il propose lui de couper la tête de ces arbres aristocrates, quoi, ce qui évidemment à l'époque évidemment est directement mis en rapport avec ce qui se passe en France, mais qui est significative vraiment de la manière dont le paysage du jardin, le paysage de la nature et le paysage social à ce moment-là sont pensés comme étroitement en relation. Qu'est-ce qu'il en reste de ce mouvement des enclosures aujourd'hui, Jacques Rancière? Est-ce qu'on en est encore les héritiers ou est-ce qu'on lui a aussi coupé la tête à ce mouvement? Est-ce qu'il a disparu au fil des siècles? Il a quand même modelé un paysage qui, je pense, bon, existe encore, en tout cas qui caractérise en tout cas, bon, peut-être le paysage anglais, même si ça a dû changer. Bon, on sait que en France, pour le grand désespoir de Balzac, il y a eu la Révolution, donc il y a eu cette espèce de partage. Voilà, on a coupé les grands espaces, on a créé toutes ces petites propriétés, démocratiques et inquiétantes. Donc voilà, je dirais qu'on est peut-être plus dans ce contexte-là. Ce qui reste quand même, malgré tout, c'est, je dirais, justement l'opposition entre, je dirais, le paysage et la propriété, quoi. D'une certaine façon, à l'époque, le paysage se crée justement comme une sorte d'écart par rapport à la propriété. La propriété peut se rendre tout à fait douce, avec des grands contours, avec de l'eau, qui fait miroir, avec tout ça. Mais bon, je dirais ça, disons, ça reste l'ordre propriétaire qui se représente. Et le paysage, c'est le paysage d'abord qui oppose la sauvagerie d'une nature qui ne connaît pas justement de barrières, qui ne connaît pas de propriété. Alors évidemment, bien sûr, le paysage lui-même, il est singulièrement maintenant encadré, planifié, commercialisé, et tout ce qu'on veut. Donc voilà, je dirais que bien sûr, on est héritier de ce temps, en même temps, on peut dire qu'on en est un peu loin. Il a aménagé des boulevards et des quais et des parcs, bien sûr. On va écouter les mots du paysagiste français Michel Corajou. On voit dans la campagne les premiers traits d'organisation d'une nature indisciplinée. On voit la nature comme un drap plissé, non, sur lequel il est nécessaire de tracer un sillon. Et que cette rationalité-là du sillon, de la ligne droite, sur un drap froissé, c'est compliqué à faire. Et c'est dans la réussite, dans la négociation de cette ligne sur ce drap plié que naît la beauté. La beauté, c'est ça. C'est justement dans la capacité que les hommes ont eue de faire en sorte que cette nature soit apprivoisée. Mais une nature apprivoisée n'est plus dans la nature. C'était l'extrait d'une vidéo diffusée il y a 8 ans à l'occasion d'une exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de ce paysagiste français sur l'organisation de la nature indisciplinée. Il a raison de dire qu'une nature apprivoisée n'est plus la nature, n'est plus dans la nature, Jacques Rancière. C'est une discussion sans fin, bien sûr. Mais moi, je me suis intéressé à ce moment spécifique où, effectivement, nature veut dire le contraire de discipline. Oui, parce que on part d'une situation où la nature, c'est la discipline, où la nature, c'est l'ordre des choses, c'est l'ordre des causes et des effets, et puis voilà, on doit imiter cet ordre des causes et des effets. Or, il y a ce moment particulier où la nature devient justement le contraire de l'artifice, où la nature se caractérise par l'indiscipline, se caractérise donc, on peut dire, par tous les traits qui jusque-là étaient, on peut dire, des traits négatifs, quoi.
bon, je cite dans le livre cette lettre d'un archevêque anglais qui traverse ces paysages sauvages. Je ne sais pas si c'est le Cumberland ou si c'est le nord du pays de Galles, donc les paysages un peu à l'époque typiques de la sauvagerie, quoi. Et il dit peut-être que, disons, tout d'un coup, j'ai été attiré par, et bon, il dit quelque chose comme l'agréable horreur de ce rebut de la création, quoi. Donc, ce qui était le rebut de la création, ce qui était sauvage, indiscipliné, brutal, devient véritablement le modèle de la nature. De la nature, c'est-à-dire que de ce qui ne se limite pas. Ce qui ne se laisse limite pas ou imite pas? Ce qui ne se limite pas. Du verbe limiter. Il s'agit de limiter. Oui, ça c'est quelque chose de très très important finalement, parce que même disons ce que fait le peintre de paysage qui sert de modèle, c'est en même temps disons effectivement mettre les choses dans un cadre, mais dans un cadre qui d'une certaine façon s'étend de lui-même, qui comprend de lui-même le hors cadre. Et donc là il y a quelque chose qui est effectivement un moment très très singulier où c'est ce qui est censé être le plus sauvage, qui doit donner véritablement le sentiment de ce que c'est que la nature. Et du même coup, tout ce qui est effectivement, la ligne adroitement, disons, tracée sur cette espèce de paysage froissé, devient quelque chose comme, disons, ce qui est intolérable. Et c'est en ça que cet art des jardins, libéral, art des apparences, Jacques Rancière, est peut-être plus subversif, beaucoup plus qu'il n'y paraît. On est véritablement à un moment où il y a tout un ordre du monde qui se trouve, on peut dire, mis en cause. Alors, bien sûr, mis en cause, on peut dire ça reste relatif. Lorsque, bien sûr, on reproche à ces théoriciens révolutionnaires de l'art des jardins d'être comme des coupeurs de tête à la française. Bon, bien sûr, il y a certainement une exagération, mais il y a véritablement quand même ce moment où, en tout cas, il y a comme une vision de l'univers esthétique qui se sépare de tout ce à quoi on peut dire l'art était lié avant, à savoir l'ordre, à savoir la régularité, à savoir l'enchaînement où chaque chose est à sa place. Tout d'un coup, il y a comme un modèle, on peut dire, du désordre comme étant ce qui véritablement justement crée de la différence, crée justement un écart par rapport à tout ordre autoritaire. C'est ce que j'essaie aussi de rappeler, parlant de ce voyage du jeune Wordsworth qui arrive dans la France révolutionnaire. Il va voir les Alpes, il vient du Cumberland, il va voir les Alpes, donc ce qu'il aime, c'est les grands paysages, quoi, qui vous ouvrent l'esprit, qui vous portent au-delà, quoi. Et puis il va rencontrer la France, il va rencontrer peut-être des paysages plus modestes, quoi, les arcs de triomphe, les guirlandes de fleurs dans les villages, les routes de France, et en même temps il lit dans ce paysage quelque chose comme l'évidence même de la liberté. Donc il y a vraiment ce moment important où le paysage devient l'évidence de la liberté. Il parle toujours très vite, habité par son sujet. Le philosophe Jacques Rancière est notre invité à l'occasion de la parution de Le temps du paysage aux origines de la révolution esthétique à la fabrique. Ce temps, vous l'écrivez, peut, dans les sociétés occidentales, être situé assez précisément. Il coïncide avec la naissance de l'esthétique, entendue non comme une discipline particulière, mais comme un régime de perception et de pensée de l'art. Mais il est aussi contemporain de la Révolution française, entendu non comme succession de bouleversements institutionnels, plus ou moins violents, mais comme révolution dans l'idée même de ce qui assemble une communauté humaine. France Culture, il est 13h24. France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert. Cette révolution esthétique, Jacques Rancière, vous la rapprochez donc de la Révolution française, révolution concomitante d'une certaine manière. Du génie des lieux à l'esprit des lois, vous écrivez « Un paysage est le reflet d'un ordre social et politique. Un ordre social et politique peut se décrire comme un paysage ». Si je regarde aujourd'hui autour de nous et que je vois des initiatives comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Jacques Rancière, est-ce qu'elles sont révolutionnaires à vos yeux, ces initiatives? Est-ce que c'est une manière de se réapproprier le paysage? Je crois qu'il faut éviter de faire des analogies trop
trop proche. Bon, je dirais, j'ai parlé de ce qui se passe autour du paysage au XVIIIe siècle. J'ai jamais prétendu éclairer par là le présent. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est ce qu'on voit réapparaître dans l'affaire de Notre-Dame-des-Landes. Bon, sûr, et bien sûr, il y a plusieurs autres exemples. C'est justement une certaine idée du paysage comme, au fond, je dirais, un territoire qui n'est pas disponible. Au fond, ce qui est intéressant, c'est la manière dont le mot même de ZAD a changé de sens, quoi. ZAD, au départ, ça veut dire zone d'aménagement différé, quoi. Ça veut dire, c'est justement, au fond, l'État, la puissance publique ou éventuellement la puissance financière décide que un territoire est quelque chose qui est entièrement à disposition. On va pouvoir y mettre des aménagements. Donc, au fond, on peut penser aussi à ce qu'a signifié le mot aménagement du territoire. Au fond, une sorte d'entière disponibilité, quoi. Or, ce qu'affirme effectivement la ZAD, devenue non plus zone d'aménagement différé, mais zone à défendre, c'est le contraire. C'est qu'il y a quelque chose comme une indisponibilité qui est constitutive de justement la terre pensée comme paysage. Alors, penser comme paysage, ça veut dire plusieurs choses à la fois, mais au fond, c'était déjà un peu pareil chez Gainsborough, quoi. C'est-à-dire que le paysage, le nouveau paysage, le paysage libre, c'était en même temps le paysage où passaient les paysans sur leurs charrettes pour amener leurs produits au marché. C'était le paysage où les bœufs allaient boire à l'étable, à l'étang, pardon, et ainsi de suite, quoi. Or, je crois qu'on retrouve ça justement dans l'idée de la ZAD, à savoir, on peut dire, oui, la ZAD, c'est un territoire où il y a des gens qui exercent une activité, qui est l'activité qui leur permet de vivre, quoi. Mais en même temps que ça, la ZAD, c'est aussi une réserve. Bon, c'est aussi une réserve naturelle, mais c'est pas simplement une réserve naturelle au sens où, au fond, on pourrait aussi avoir une vision technicienne en disant, oui, il faut garder les espèces, il faut garder telle proportion. Non, c'est quelque chose d'autre, justement. Il y a quelque chose dans le paysage qui est important, qui est, au fond, il ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire, à la fois, la ZAD est un paysage, est un espace de vie, quoi, mais en même temps, il doit être, cet espace, qui est simplement fait de prairies, d'eau, d'arbres, de lumière, et au fond, il y a comme un équilibre entre l'espace qui sert à la vie et puis l'espace qui ne sert pas, mais qui simplement est quelque chose où on s'y promène, on regarde, quoi. Et aujourd'hui, quand vous allez vous balader dans les jardins de Versailles, Jacques Rancière, vous voyez le signe ou l'esthétique d'un temps révolu? Écoutez, ça fait très très longtemps que je ne suis pas allé me promener dans les jardins de Versailles. Je pense qu'on vit dans un univers où de toute façon tout est éco-présent, c'est-à-dire qu'on a à la fois les paysages, les jardins à la française, les parcs dits à l'anglaise. Je peux aussi aller me promener au but de Chaumont, c'est plus près, c'est plus facile d'accès. Et puis il y a effectivement par ailleurs, disons les paysages dans lesquels je peux me promener, qui sont des paysages, disons de falaises et de rochers en bord de mer, où tout d'un coup effectivement on ne voit plus de maisons, on ne voit plus d'aménagement, quoi. Donc voilà, je crois qu'on vit dans un univers qui est un univers partagé entre plusieurs types d'espaces, où reste quand même, disons, important l'idée de l'espace qui est, je dirais, indéterminé. Le paysage est aussi ça, un espace qui est indéterminé. Voilà, et le réel est toujours le produit d'une certaine esthétique, dites-vous souvent, Jacques Rancière. Le temps du paysage, aux origines de la révolution esthétique. Votre nouvel essai vient de paraître aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, Jacques Rancière. Merci. Et merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission. À Oriane Delacroix, Bruno Barada et Henri Leblanc, à Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse aussi de Marceau Vassy et de Philomène Villard. À la technique aujourd'hui, c'était Inès De Bruyne, à la vidéo Jacques Hubert et à la réalisation Gilles Blanchard. Très bel après-midi à tous sur France Culture.